L'invité de ce Smart Impact, c'est Lionel Moldès. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur de stratégie chez TerSea. On va parler de votre politique RSE, mais je veux bien pour commencer que vous nous présentiez TerSea. Votre métier, c'est quoi? La relation client, c'est ça? Alors effectivement, on est une société d'externalisation de la relation client. Donc on accompagne les marques dans leur parcours client, le parcours client de leurs clients, notamment sur que ce soit de l'acquisition, de l'avant-vente, du service client, de la rétention et jusqu'à du service après-vente. Ouais. TerSea, c'est une entreprise française, je crois près de 1500 salariés, alors, c'est ça? Effectivement 1400 salariés, Ouais. on est présent sur 3 pays, on est présent en France, au Maroc, au Sénégal et on va bientôt on va ouvrir un nouveau site à Madagascar. Ouais. C'est des centres d'appel en fait? Alors c'est exactement ça, c'est Ouais. des centres d'appel qui sont mis à disposition effectivement des marques et qui nous font confiance et à qui on travaille. Ouais, alors on ne va pas forcément citer les entreprises, mais qui sont vos clients, la taille, les secteurs, c'est un peu partout, c'est plutôt des grandes entreprises? C'est plutôt multispécialistes, donc Ouais. forcément on n'est pas sur l'ensemble des activités, mais on essaie d'être spécialisé sur des verticales métiers bien spécifiques. Donc on est assez spécialisé dans le monde de l'automobile par exemple, dans le monde des télécoms, dans la pharma, dans le retail. Pourquoi c'est important d'avoir une multispécialité? Parce qu'on ne répond pas de la même façon en fonction du secteur dans lequel on travaille. On a besoin vraiment d'être... Chaque client est vraiment très spécifique, avec des besoins très spécifiques. Et on est obligé effectivement d'être vraiment spécialisé dans les métiers sur lesquels on travaille pour nos clients. Et donc ça veut dire que des salariés qui travaillent sur la verticale automobile, ils ne vont pas forcément travailler sur une autre? Ils peuvent travailler. Ouais. Alors, ils peuvent travailler, mais ça demande effectivement de les accompagner, de les transformer, de les accompagner, de les former à ces nouveaux métiers. Et effectivement, oui, non, ils ne sont pas interchangeables d'un métier à un autre. Début février, vous annonciez avoir décroché la médaille d'or EcoVadis pour votre politique RSE. Alors déjà, on va rentrer un peu dans le détail environnemental, social, etc. C'est des années de travail pour obtenir la médaille d'or. Est-ce que c'était un objectif de l'entreprise ? Alors la médaille d'or en tant que telle, non, pas forcément, mais en fait, effectivement, quand c'est des années de travail en définitive, c'est pas un an de travail pour avoir cette médaille. En fait, c'est quelque part, c'est 18 ans, parce qu'on est créé il y a maintenant quasiment 18 ans. Oui. On va fêter notre 18e anniversaire prochainement, et en fait, cette médaille-là, elle s'est construite sur ces 18 années, où depuis le départ, dans le code génétique de la structure, on a souhaité effectivement être responsable de manière sociétale et environnementale, et donc on a mis en place un certain nombre de choses. Alors, on va rentrer dans le détail. Tiens, sur les enjeux environnementaux, vous vous êtes donné quoi? Des objectifs quantitatifs? Vous avez d'abord fait un audit, identifié là où vous consommiez le plus en énergie, en ressources, etc. Par faire un bilan carbone, en fait. C'était la première étape de notre... C'était il y a combien de temps, ça? Alors, le bilan carbone a été fait il y a maintenant 6 mois. En définitive, et ça a été assez intéressant parce qu'on s'est rendu compte justement qu'on pouvait avoir des visions un peu différentes de la réalité, et on s'est rendu compte justement via ce bilan carbone que en définitive c'était pas forcément, les émissions de gaz n'étaient pas forcément liées à notre production propre, mais que puisque ça représentait environ 20% de nos émissions, mais qu'en fait le plus gros se faisait via les transports de nos salariés entre le domicile et d'accord. Donc ça, c'est un premier constat. 47% donc ça, c'est un premier constat un peu surprenant, j'imagine. Exactement, on a été totalement surpris par... Ok, donc ça veut dire, alors c'était il y a 6 mois, donc peut-être que vous n'avez pas tout mis en place, mais ça veut dire que vous réfléchissez à une politique, alors, je ne sais pas ce qu'on peut imaginer, du covoiturage, des navettes, C'est exactement ça. En fait, on avait déjà mis en place ces choses-là, mais on n'avait pas intégré l'importance que ça pouvait avoir. Et effectivement, on a mis en place un certain nombre de choses. Donc, on essaye effectivement de faire en sorte que nos salariés prennent les transports en commun quand c'est possible. Bien évidemment, on met en place des applis de covoiturage pour les aider justement à pouvoir covoiturer de manière le plus facile. On met en place dans les zones où c'est possible des bornes de recharge électrique pour ceux qui ont des véhicules électriques, mais plutôt en France, parce qu'on s'est rendu compte aussi que les bornes électriques, par exemple, lorsqu'on les met dans d'autres pays comme au Maroc ou au Sénégal, ça n'a aucun sens écologique, puisqu'en fait l'électricité est produite dans ces pays-là majoritairement sur du pétrole et du charbon, et donc ça n'a aucun sens de mettre des bornes électriques et d'offrir ces possibilités-là dans ces pays-là. Et justement sur le sourcing de l'énergie, alors c'est pas possible partout, mais en France, ça veut dire que vous essayez de privilégier
privilégier une énergie décarbonée, Exactement. sourcing énergie renouvelable? Exactement. Alors déjà, on a des sites qui sont déjà justement sur lesquels on a déjà sourcé des énergies vertes pour l'électricité. Et on a justement la vocation d'ici la fin de l'année prochaine d'être à 100% en France en tout cas en énergie verte, sachant que dans les autres pays, c'est toujours un petit peu plus compliqué. On n'a pas forcément des offres qui nous permettent de le faire. Alors justement, sur la partie, on va dire, sociale et droits humains, quand on a des salariés en France, au Maroc, au Sénégal, comment on a une politique RSE qui est cohérente finalement? En définitive, nous, on ne fait pas de différence entre nos salariés, quel que soit le pays dans lequel ils sont. Ils ont, je dirais, les investissements qu'on fait sont les mêmes et tout ce qu'on met en place, on le met en place. Oui, mais il n'y a pas forcément le même droit social, il n'y a pas le même niveau de salaire, etc. Bien évidemment. On suit, je dirais, les droits sociaux de chaque pays, mais à côté de ça, il y a le droit social du pays, mais il y a tout ce que nous, on peut apporter à nos salariés. Ça veut dire que vous essayez d'être mieux-disant par rapport au droit local, c'est ça? Tout à fait. On est toujours mieux-disant par rapport au droit local et on fait en sorte justement que les avantages que l'on donne à nos salariés, par exemple en France, soient les mêmes que à nos salariés dans les autres pays. C'est-à-dire que les conditions de travail sont les mêmes. On essaie d'avoir des locaux de très bonne qualité, d'avoir des bureaux, qu'ils aient une capacité à pouvoir travailler dans de très bonnes conditions. Et on essaye en tout cas que vous soyez en France ou dans un autre pays, vous allez finalement les conditions sont les mêmes. Et alors, on doit vous poser la question très souvent, mais en termes de coût, évidemment, si on délocalise des centres d'appel, c'est pas pour rien. Il y a une différence de quel niveau entre un centre d'appel en France et un centre d'appel au Sénégal ou alors à Madagascar, puisque vous allez ouvrir là-bas, c'est de 1 à 2, à 3, à 4. Alors, les coûts d'infrastructure sont souvent assez proches, en définitive, parce qu'on a toujours la sensation, mais le coût de l'immobilier, le coût on va dire de tous les actifs qui sont toujours les mêmes. C'est plutôt sur la masse salariale, effectivement, qu'on a des différences de rémunération qui peuvent être assez importantes, mais ça dépend justement des zones dans lesquelles nous sommes. Ouais. Effectivement. Sur l'aspect éthique, je disais en préparant l'émission que l'entreprise s'engage sur des questions de sécurité de l'information. Je veux bien que vous m'expliquiez ce que ça veut dire. Je l'imagine, je crois le comprendre, mais notamment vis-à-vis de vos clients. Alors vis-à-vis de nos clients, c'est un élément déterminant puisque la sécurité de l'information, bien évidemment, lorsqu'on travaille avec un client, c'est primordial. Et donc ça amène surtout à travailler sur la mise en place d'un certain nombre d'architectures et de sécurité informatique très, très fortes. On est audité par nos clients tous les ans. On a aussi nos assureurs qui nous demandent d'être à la pointe justement des technologies. Et donc tous les ans, on est amené à faire évoluer notre sécurité et faire en sorte qu'effectivement, il n'y ait pas de problématique à ce niveau-là. Mais ça passe pas que par rapport à la sécurité informatique, ça passe aussi par les process, par la formation de nos salariés. Alors justement, j'allais vous poser la question. Est-ce qu'il y a une sorte c'est une question de curieux, une sorte de devoir de réserve pour les salariés des centres d'appel? Parce qu'on peut être confronté à un scandale ou une critique majeure venant des clients, de vos clients. Oui, bien sûr. Le devoir de réserve, bien évidemment, on l'a. Je dirais, c'est une obligation et justement, ça fait partie de l'éthique qu'on doit avoir et de la loyauté par rapport à nos clients. Ça, c'est très important. Et on a effectivement, on a des formations, on a des process, on essaye d'accompagner nos salariés pour justement leur expliquer toutes ces problématiques-là et pourquoi justement on se doit d'être. Dernière question, c'est les métiers durs. Parce que souvent, on a en face, au bout du fil, des clients qui ne sont pas contents. Oui, c'est des métiers exigeants, on va dire, plus que durs, mais qui sont justement très intéressants parce que ça permet de rentrer vraiment dans des problématiques, mais ça permet aussi de régler un certain nombre de problèmes pour des clients qui, justement, lorsqu'ils arrivent, peuvent être un peu énervés et agacés. Et lorsque, justement, ça se passe bien, c'est hyper enrichissant. On ne se fait pas seulement engueuler, quoi. C'est ce que je comprends. De temps en temps, il y a justement pour trouver des solutions. Il y a les gratifications. Merci beaucoup, Lionel Moldès, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, c'est le mois du vrac et du réemploi.